Des témoins ont également révélé la face cachée du financement politique. Monsieur le Premier ministre. C'est certain, Monsieur le Président, que si des contributions ont été faites de façon illégale et démontrées comme telles, le remboursement se fait. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est le cas. Le Premier ministre ne veut pas rembourser l'argent qui a été collecté avant 2010 par le Parti libéral de façon illégale. Honte à lui! Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, faites attention à vos propos. On s'attendait à ce que la sortie du rapport de la commission Charbonneau fasse de plus grosses vagues, tous ces témoignages, ces documents, et on en arrive, oui, à de nombreuses recommandations, mais aussi à une conclusion mitigée. Alors, est-ce que l'exercice en aura valu la peine? Daniel, Tascha, Michel, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Michel, je vais commencer avec vous parce que j'aimerais qu'on fasse un petit tour avant, juste sur la mise à jour économique, un petit tour de table rapide. Donc, un léger surplus de l'argent réinvesti en éducation. Est-ce que ça veut dire que les compressions, c'est terminé? Oh non, il faudrait surtout pas croire ça. Monsieur Létard a voulu, je pense, donner le signal qu'il y avait un peu de lumière au bout du tunnel avec les 100 millions qu'il a annoncés pour l'éducation, mais Gérald l'a bien expliqué tantôt. Ça demeure des augmentations de dépenses au total qui sont bien en deçà de l'inflation. Et ça va continuer comme ça. Même si on continue à générer des surplus au cours des prochaines années, le premier ministre Couillard a été très clair. Les surplus vont aller pour moitié dans la réduction de la dette et pour l'autre moitié dans la diminution du fardeau fiscal des contribuables. Alors, il va falloir s'habituer à un niveau de dépenses qui va être d'augmentation des dépenses, devrais-je dire, qui va être beaucoup moins important que ce à quoi on avait été habitué par les années passées. Et le résultat de tout ça, c'est que ce qu'on appelle les coûts de système, c'est-à-dire l'argent dont on a besoin pour maintenir les services au même niveau, ne sera pas là. Alors, normalement, on devrait ajuster les budgets en fonction des besoins, mais là, c'est les besoins qui vont devoir se satisfaire des budgets qu'on aura fixés. Daniel, on réinvestit quand même en éducation. Quel message le gouvernement envoie? Je pense que c'est purement symbolique. Quelques millions de dollars sur un budget total de 17 milliards de dollars. Ça ne va pas changer grand-chose sur le fond. Le message, il est là. Ça permettra au gouvernement de dire non, c'est pas vrai qu'on ne s'occupe pas de l'éducation parce que c'est peut-être l'élément le plus sensible. C'est peut-être ce qui fait le plus mal au gouvernement. On a vu la fin de semaine dernière un sondage qui, pour une très rare fois, nous disait que, bon, la majorité des Québécois, pas une grosse majorité, mais une majorité, était d'accord avec les revendications des enseignants, des employés du domaine de la santé. Donc, il y a un mécontentement très grand, surtout dans le domaine de l'éducation. Quand les enseignants sont mécontents, les étudiants sont mécontents, les parents sont mécontents. Il y a un climat qui n'est pas très agréable en ce moment. Et je pense que ça, le gouvernement Couillard, sans pouvoir le corriger complètement, veut envoyer un message qui se préoccupe de l'éducation. Mais ça reste purement symbolique. Tascha, mise à jour économique aussi en Ontario. La situation est plus difficile, mais là aussi, il y a du mécontentement. Oui, justement, je ne veux pas rire de ça, mais ici, la province vient de conclure des ententes cet automne avec les enseignants, les syndicats des enseignants, justement, sont accusés d'avoir trop donné. Et justement, dans ce budget ici, on voit que, bon, légèrement, il y a des augmentations de revenus comparativement à ce qu'on attendait pour l'Ontario, mais c'est toujours en déficit pour équilibrer le budget d'ici 2018, qui est le but de l'exercice. On dit que le gouvernement se replie sur les fonds qui sont générés par la vente d'actions dans Hydro 1, c'est notre, comme Hydro-Québec ici. C'est quelque chose, écoute, le gouvernement nie que c'est le cas, mais tout le monde sait qu'autrement, ils n'auraient pas atteint l'objectif budgétaire même pour cette année, mais 300 milliards de dollars de dettes va être accompli par l'Ontario d'ici l'année prochaine. C'est effrayant. La situation est difficile là, pour les gens. Très difficile et le secteur manufacturier en Ontario est en panne. Et honnêtement, c'est un grave... L'économie ne va pas très bien ici. On dit Alberta va pas bien, mais ça va pas bien en Ontario non plus. Bon, alors, passons à ce rapport de la commission Charbonneau, rapport très attendu, mais qui en a laissé plusieurs sur leur appétit. Daniel, pour vous, est-ce que ça en a valu la peine quand même? Il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant la commission, en fait. Oui et non. Le travail de SAP avait été fait et fort bien fait par nos collègues journalistes d'enquête, de la presse et du Devoir. Et finalement, Jean Charest avait mis sur pied cette commission en lui donnant un mandat beaucoup trop large,
en nommant des gens qui n'étaient peut-être pas prêts à faire ce genre de travail-là. Ils sont souvent allés à la pêche. Rappelez-vous la liste d'un club privé de Montréal de personnalités connues. Rappelez-vous cet épisode pas très glorieux, Duchesneau, Accurso. Bref, on avait l'impression qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient. À la commission Gomeray, les premiers ministres Chrétien, Martin avaient témoigné, pas devant cette commission. On a l'impression que il y a des choses qui manquaient dans tout ça. Est-ce que ça a été inutile? Non. Est-ce que ça a été utile? Oui. Il y a toujours une espèce de pédagogie là-dessus. Les gens ont compris qu'il y avait un sérieux problème de corruption. Ça a coïncidé, avec le départ de Gilles Vaillancourt à Laval, de Gérald Tremblay à Montréal. Ça n'a pas été complètement inutile. Mais les gens qui sont déçus ont peut-être raison d'être déçus des résultats de la fin. Michel? Oui, bien, moi, je pense qu'il y a eu quand même une utilité, dis-je, réelle. Dans la mesure où le simple fait que la commission s'est mise à enquêter sur un peu partout, tout le monde s'est un peu autodiscipliné. On a vu que bien avant que le rapport soit remis, on avait vu les extras diminuer beaucoup dans les contrats publics. On a vu les syndicats faire le ménage à FTQ Construction, au Fonds de solidarité. La classe politique aussi va singulièrement modifier le mode de financement des partis. Maintenant, c'est essentiellement l'État qui paie les dépenses. Ça rend le besoin d'argent qui est à la base de toute cette histoire-là, de contrats octroyés en retour de ristourne, tout ça va être beaucoup moins évident à l'avenir. Alors, il y a eu cette utilité-là, mais évidemment, je comprends pourquoi les gens restent sur leur faim, parce que le rapport lui-même, ce qui était au cœur du rapport, ça finit en queue de poisson. Oui, le financement des partis politiques et l'octroi des contrats. Tacha? Bien, je pense qu'il y a eu un nettoyage, qu'on vient de dire, dans le sens de le départ de ces maires, le fait que les gens se sont retenus, disons peut-être, de faire de mauvaises choses parce qu'ils savaient qu'il y avait une certaine lumière qui était mise sur la situation. Mais je pense à la fin de la journée, oui, il y a une grande déception parce que, premièrement, il y a division dans le rapport et deuxièmement, c'est pas clair, c'est indirect le lien qui a été trouvé. Alors, on accuse, M. Pellado accuse d'assainissement du rapport, un blanchissement dans un sens. Est-ce que c'est le cas? On ne saurait jamais, mais c'est sûr que les attentes, je pense, les attentes étaient beaucoup plus élevées que le résultat. Et les recommandations, non plus, écoutez, dire qu'on va dire pour qui les personnes travaillaient pendant qu'ils donnaient des sommes aux partis politiques. Je ne pense pas que ça va changer le fait s'il y a des gens qui veulent contourner la loi, ils vont le faire quand même. Bon, évidemment, ce qu'on a, vous l'avez évoqué, Tacha, mais ce qu'on a beaucoup retenu, c'est la dissension dans ce rapport. Le commissaire Renaud Lachance qui refuse de voir le lien là, direct ou indirect entre le financement des partis politiques et l'octroi des contrats. Michel, ça vient discréditer le rapport? Ah ben, ça lui enlève à peu près tout son mordant. Qu'il n'y ait pas de lien direct, c'était difficile à établir au niveau provincial. Ça a été facile au niveau municipal, là, monsieur 3 % sur chaque contrat. Bon, ça, c'était clair. Mais au niveau provincial, c'était beaucoup moins clair. Mais quand vous avez des gens qui viennent témoigner devant la commission et qui vous expliquent que les solliciteurs de fonds vont voir les entreprises, puis ils leur disent, voyez, tous les contrats que vous avez obtenus, bien là, il faudrait peut-être renvoyer l'ascenseur. Et si ça ne s'appelle pas un lien indirect entre le financement des partis et l'octroi de contrat, je ne sais pas ce que c'est. La juge n'a pas dit, elle n'est pas allée jusqu'à dire qu'il y avait un lien direct, mais elle a dit, et ça me semble tellement évident qu'il y avait un lien indirect, et c'est ce lien même indirect que M. Lachance a refusé de voir. J'avoue que je comprends assez mal, mais le résultat, c'est qu'effectivement, le rapport est très mou dans ses conclusions. Oui, Daniel. Et on a souvent l'impression que ces commissions d'enquête, ça va tout régler. Ces commissions d'enquête visent avant tout à apaiser la population qui en a assez de telle ou telle situation. Il y en a eu une magistrale sur les Autochtones, Erasmus Dussault, avec des recommandations pour couvrir à peu près tous les problèmes qu'il y avait. Et aujourd'hui encore, ça n'a pas empêché les Val-d'Or de ce monde et ça n'a rien réglé, si bien que la semaine prochaine, on va en annoncer une autre commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues. Alors, ce n'est pas la panacée, loin de là. C'est utile. Michel a raison. Ça force les gens à faire attention un peu plus. Il s'agira de voir si ça va durer, mais ça ne règle pas les problèmes. Et celle-là encore moins parce que la conclusion, il faut l'admettre, est assez décevante. Bon, ça a été une grosse semaine en actualité. Le gouvernement Trudeau a finalement décidé de ralentir la cadence là, sur le plan des réfugiés, donc 25 000 réfugiés, mais d'ici la fin février seulement. Donc, il s'est ravisé, Justin Trudeau, Tacha. C'était la bonne chose à faire?
Absolument. Écoute, la population lui disait ça, l'opposition lui disait ça. Et je pense probablement aussi, je ne sais pas directement, mais les chefs des autres pays qu'il a rencontrés, probablement avec la situation à Paris, je ne serais pas surprise s'ils auraient dit « attendez, caution », parce que effectivement, si son plan aurait permis à la rentrée d'un terroriste, par exemple, dans tout ce processus, il aurait payé un énorme prix politique. Alors, mieux faire que ça n'arrive pas, qu'il n'y a pas aussi de backlash, comme on dirait, parmi les Canadiens, si le processus tourne au vinaigre, si le rétablissement de ces gens-là ne va pas de façon très bien organisée. Alors, je pense qu'il a fait la bonne décision de ramener ces gens sur un calendrier plus long et aussi de faire la sélection à l'extérieur du Canada au lieu d'ici. Même si c'était une promesse phare quand même de Justin Trudeau, c'était quelque chose, il y tenait beaucoup jusqu'à la fin, il a gardé le cap et puis finalement cette décision. Oui, mais il a eu l'intelligence de s'adapter à la situation, qui n'est pas une situation difficile. Si on peut lui faire un reproche, c'est peut-être d'avoir pris la bouchée un peu trop grosse pendant la campagne électorale. Stephen Harper, vous savez, se traînait les pieds, il parlait de quelques centaines, quelques milliers. Le NPD était allé à 10 000 rapidement, Justin Trudeau à 25 000. Il y avait une espèce de surenchère. C'était sans compter tous les problèmes que ça pose. Vous disiez tout à l'heure, on a donné que 928 visas aux gens qui vont venir au Canada. Ça, c'est donné par le Liban, par la Jordanie. Ça se fait d'une lenteur extrême, si bien que les 10 000 avant Noël, pas par la faute du Canada, mais par la faute de ces pays-là, pourraient ne pas se réaliser. Donc, c'est un dossier très compliqué. Ça a peut-être été la seule erreur de Trudeau en campagne électorale. Et il était de bonne foi à ce moment-là. Il ne savait pas qu'il se passerait ce qui s'est passé à Paris, mais la bouchée était très grosse. Ouais. Michel, en fait, le fait d'avoir poussé tout le monde dans ce dossier-là, ça a peut-être un peu accéléré les choses quand même, le processus, mais c'était la bonne décision, Michel? Oui, bien absolument. Bien, vous savez, une promesse que tout le monde vous demande de ne pas tenir, il n'y a pas un gros coup à ne pas la tenir. Il y a un gros prix politique à payer pour ça? Non, absolument pas, bien au contraire. Et Daniel a raison. Je pense que M. Trudeau a lâché son chiffre un peu en l'air comme ça durant la campagne sans voir les implications. Et ce qu'il y a aussi, c'est que, bon, le gouvernement fédéral va ramener ces gens-là, va les contrôler sur le plan de la sécurité, de la santé, mais après ça, c'est pas lui qui va s'en occuper. Là. Ça va être les provinces, les municipalités, les organismes d'accueil. Tous ces gens-là avaient besoin d'être consultés et de se concerter. Et ça se prend pas, là. On fait pas ça en criant ciseaux. Alors, le diable est dans les détails et dans une opération comme celle-là, il y en a beaucoup de détails. Oui, mais quand même, on sent une mobilisation à travers le pays, dans toutes les provinces, dans toutes les municipalités. Et je pense qu'elle va durer d'autant plus que les choses vont bien se passer, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est seulement la première vague là, à laquelle on assiste actuellement. Oui. Oui. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est une opération de très grande envergure en fait, qui commence. Merci beaucoup à vous trois.